Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 440 du podcast Touchdown Actu. Déjà 440. Je pense qu'on va arriver à 500 d'ici le Super Bowl ou pas loin. Bon, Lucas Vola est avec moi aujourd'hui. Bonjour Lucas. Salut tout le monde, salut Alain. On va parler preview évidemment de la semaine 6 avec toi Lucas. Est-ce que ça va bien d'ailleurs? Je vois du soleil là dans ta maison. Ouais, il y a du soleil, C'est le soleil parisien, mais oui, ça va bien, on en parlait juste avant. Ça y est, on est vraiment dans la saison là. Les premières équipes sont en bas. Je disais que c'est souvent le signe pour moi qu'on est vraiment dans la saison. Ça fait un mois de compétition, donc ouais, ça va bien, ça va très bien. Bon, Lucas, tu es tellement enthousiaste qu'il va falloir que tu parles un tout petit peu moins près de ton micro parce qu'on a un peu moins vite peu de saturation. C'est donc l'émission du jeudi, débat, affiche, prono, code. Vous avez l'habitude. On va beaucoup parler d'une équipe de Baltimore qui s'appelle les Ravens et on commence justement avec le débat. Analyse résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Ça m'apprendra à faire le malin, j'ai mangé le jingle. Voilà, j'ai été trop vite, j'ai lancé le jingle trop vite, je pensais caler tranquillement l'intro et je suis allé trop vite. L'année des Ravens, point d'interrogation, c'est le thème du débat de la semaine. Premier tour des playoffs en 2018-2019, second tour ces deux dernières saisons. Les Ravens qui sont donc habitués des phases finales depuis l'arrivée de Lamar Jackson, mais est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Ces dernières semaines, ils s'affirment comme un outsider très sérieux. Lucas, avant de parler de l'attaque, parlons défense. C'est historiquement la force des Ravens, mais cette année, c'est moins le cas statistiquement. Est-ce que leur défense 2021 est assez forte pour aller au bout? Ils étaient top 10 ces trois dernières saisons. Là, ils sont 14e sur les points encaissés et 24e sur les yards quand même. Oui, je pense qu'elle est assez forte. Alors, elle est certes pas aussi forte que l'année dernière, mais en même temps, l'attaque est peut-être un peu plus forte, on en parlera tout à l'heure. Du coup, ça peut compenser. Et puis surtout, voilà, c'est historique. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire que j'aime pas trop quand les défenses, on dit historiquement, les défenses sont bonnes. Alors, du coup, par défaut, on décide qu'elles sont bonnes. Mais pour avoir vu quelques matchs des Ravens, certes, c'est pas aussi fort que l'an dernier, mais il y a ce qu'il faut, il y a des joueurs, il y a un système, il y a une équipe autour, il y a l'expérience. Je pense que c'est une défense qui peut monter en puissance au fur et à mesure de l'année et devenir vraiment au top en play-off. Et avec cette attaque, ça leur permettrait vraiment de passer d'outsider voire à favori. Mais je pense que oui, cette défense, je pense qu'il y a ce qu'il faut autour, il y a des joueurs, il y a le système, il y a Harbaugh. Voilà, je pense que ça peut le faire, oui, ça peut le faire en défense. Après, tu le dis, il y a des éléments qui sont quasiment inversés, c'est-à-dire que ce ne sera pas la base du succès comme ça a pu l'être à une certaine époque pour cette équipe, mais en effet, il y a quand même de quoi faire. C'est-à-dire que même si les stats ne sont pas dingues pour l'instant, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu l'alliage qu'il y a entre expérience devant, Calais Campbell, Brandon Williams, Justin Houston, tous ces trentenaires, mais en même temps, tu as Marlon Humphrey, tu as Von Young, Patrick Quinn, qui sont des joueurs plus jeunes, plus dynamiques. Donc, je suis comme toi, je vois pas ce qui les empêche de monter de niveau en play-off, comme peuvent le faire certaines équipes titrées ces dernières années qui ont une grosse attaque, parce qu'en effet, l'attaque est quand même devenue l'atout numéro 1 de cette équipe de Baltimore. Bon, il faut qu'on aille dessus, hein, Lamar Jackson évidemment, mais c'est la première attaque de la ligue aujourd'hui, 440,6 yards par match, et c'est pas usurpé, c'est une attaque ultra complète maintenant. Ah oui, c'est une attaque ultra complète, voire même peut-être un peu trop maintenant sur la passe, même si c'est difficile de dire ça quand on a Lamar Jackson. Mais c'est vrai que, alors, ils l'ont dit depuis le début, ils voulaient accentuer plus sur la passe, ils voulaient en faire un vrai quarterback. Ça fonctionne. Alors après, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de running backs qui se sont blessés et qu'ils ont dû s'adapter un petit peu en urgence? Mais quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Après, je pense que un petit peu comme ils étaient dans une extrême de courir vraiment beaucoup, énormément, trop presque. Même si avec Lamar Jackson, courir, c'est jamais une mauvaise idée. Comme quand on a Derrick Henry, par exemple. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être dans une extrême de passe, un peu trop. On a vu au début de la saison, ça n'a pas tout le temps fonctionné.
Là, ça a fonctionné face aux Colts, surtout dans les dernières minutes, surtout dans le dernier quart-temps. Je pense que pareil, au fur et à mesure de la saison, ils vont retrouver ce juste milieu, peut-être courir un petit peu plus et avoir toujours cette réelle double menace et finir par vraiment avoir une double menace. Parce qu'au final, on parle toujours de quarterback double menace, mais Lamar Jackson ne l'a jamais vraiment été. Il a toujours été soit vraiment, et on était certains les premiers à dire que c'est plutôt un running back qu'un quarterback. Et là, maintenant, il est vraiment un quarterback qui court peu, on va dire, même si c'est toujours le meilleur coureur de son équipe. Je pense que quand il deviendra vraiment, et ça va venir, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va venir parce que c'est naturel pour lui de courir. Je pense que quand il deviendra vraiment cette double menace, cette attaque sera quasiment inarrêtable parce que, comme tu le dis, c'est complet, il y a des joueurs autour, c'est très fort. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il l'est déjà. Et c'est que justement, il fait tellement peur aux défenses qu'il n'a même plus besoin de courir aussi souvent pour justement ouvrir le jeu et avoir des opportunités à la passe. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Après, on se concentre beaucoup sur le dernier quart-temps et la prolongation qui est incroyable, qui est extraordinaire, où il fait toutes ses stats et il doit passer face aux Colts, je veux dire, sur la semaine 5. Le début est un petit peu plus laborieux. Il y a beaucoup de punts au début de match. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment encore trouvé leur vrai rythme de croisière, mais je pense que c'est qu'une question de temps. En fait, je ne me fais pas de soucis. Je pense que vraiment tout est là. Alors oui, il court beaucoup et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que, enfin, ce que j'aime beaucoup avec la nouvelle version de Lamar Jackson, c'est que il est très calme dans sa poche et on le sait que les quarterbacks qui ont tendance à courir, et on le voit certains avec Justin Fields notamment, ils ont du mal à vraiment se poser dans leur poche et à pas se dire peut-être qu'il faut que je cours parce que je suis très fort à la course. Et là, on l'a vu, et notamment dans la red zone contre les Colts à multiples reprises, à aucun moment il est en hésitation de courir. Il se dit je vais jouer sur la passe et il joue sur la passe et il met les touchdowns avec Mark Andrews. C'est vraiment, voilà, il est vraiment calme dans sa poche. Et c'est quelque chose qui est très bien pour lui. Après, oui, il court toujours autant. C'est sûr qu'il court beaucoup plus que d'autres quarterbacks, mais je pense qu'il y a un petit équilibre encore à trouver. Mais encore une fois, je le répète, pardon, c'est qu'une question de temps, je pense. Après, le côté à l'aise dans la poche, c'est important parce que des fois, tu as l'impression que c'est un truc que Russell Wilson, par exemple, n'a pas trouvé. Il a pas la même dimension de coureur, tu vois, mais ce côté se poser dans la poche, des fois, tu vois, il va pas forcément chercher même à la passe des solutions en dehors, improviser, etc. Acquérir ça, c'est quand même très important. Après, tu l'as dit, ils ont toutes les armes. 6e attaque aérienne quand même. L'année dernière, ils étaient 32e. Donc, ils sont passés de première attaque au sol, 32e à la passe, à 4e au sol, 6e à la passe. Donc, ils ont toute la palette aujourd'hui. Tu sais plus comment les prendre parce qu'il va falloir choisir. C'est pour ça que je disais que Jackson fait tellement peur au sol qu'au bout d'un moment, ça finit par lui ouvrir des brèches aussi à la passe. Donc voilà, ils sont première attaque à la passe, c'est pas usurpé. Tant que Marquise Brown tient les ballons qui arrivent dans ses mains, ça change tout aussi. Il y a une complicité avec Mark Andrews, mais tu vois, pareil, à une époque, peut-être, on pouvait dire le tight end, c'est une solution de facilité, ça l'aide, etc. Mais c'est plus le cas. Maintenant, c'est juste qu'il y a une vraie connexion tight end, comme pouvaient l'avoir, je sais pas, Matt Ryan et Tony Gonzalez ou Brady Gronkowski ou des choses comme ça. Donc, c'est plus vraiment pour stabiliser un joueur qui avait du mal à la passe. C'est vraiment une connexion avec un tight end qui marche très bien. Donc voilà, donc ça fait une attaque ultra complète. Après, pour reprendre le cas de Jackson en lui-même, parce qu'il faut quand même poser la question au bout d'un moment, il est à 1519 yards à la passe, il est 5e passeur NFL, l'an dernier il était 22e, donc là encore, il y a du progrès. Est-ce qu'au final, il n'est pas en course pour son 2e titre de MVP? On publie le podcast un jeudi, qui est le jour de la course au MVP sur le site. Je ne vous spoil pas, mais ce n'est pas Lamar Jackson qui est en 1. Mais au final, est-ce qu'il n'est pas plus, puisque le terme c'est valuable, c'est important pour l'équipe, on peut traduire ça comme ça, est-ce qu'il n'est pas encore plus important pour Baltimore qu'un Josh Allen pour Buffalo? Oui, parce que bon, déjà, Buffalo, il y a cette défense qui est incroyable, qui est presque aussi forte que l'attaque. Et donc, du coup, c'est vrai que ça marche de pair. Ensuite, il y a un jeu au sol. Après, Josh Allen court un peu aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Lamar Jackson, c'est tout simplement c'est le meilleur passeur de son équipe, ce qui est logique, mais c'est aussi le meilleur coureur de son équipe, je crois. Et c'est pas des chiffres usurpés. Tu t'en as parlé, tu as donné son chiffre, 1500 yards et quelques. C'est quasiment autant, on va en parler, mais c'est quasiment autant que Justin Herbert. Et Justin Herbert, on est en train de dire qu'il fait une saison incroyable, et ce qui est vrai, hein, qu'il fait une saison incroyable et tout ça. Lamar Jackson, il fait le même nombre de yards à la passe ou quasiment, et il a cette menace au sol parce que je disais que c'est peut-être pas encore assez par rapport aux années précédentes, mais quand même, tu as raison de noter, c'est quand même un coureur incroyable et il fait beaucoup de. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est beaucoup de mots pour dire oui, mais oui, il est en passe pour. Après, ça va se jouer, il y a beaucoup de monde.
ça va se jouer au bilan. Parce qu'on va avoir du mal quand même si cette équipe de Buffalo finit devant au bilan de Baltimore, même si Josh Allen est peut-être un peu moins important pour cette équipe, et je mets des grands guillemets, il va être MVP, je pense. Ouais, ouais. Voilà. Et pareil pour Kyler Murray, s'ils finissent avec une équipe, avec un bilan de je ne sais pas, 16-1, 15-2, il va finir MVP. Donc, mais en tout cas, oui, je pense qu'il est meilleur que son année MVP. Oui, sur le niveau de jeu, oui, clairement. Un autre mot, un dernier, on a souvent dit s'ils sont dans le trou au début de match, ils ne peuvent pas revenir. Là, on les a vus revenir, notamment. Parce que dans leurs 3 défaites en playoff, ils sont menés de 14 points, ils ne reviennent pas. Contre les Colts, ils reviennent de 16 points. Sur leurs 4 victoires, ils sont à 43-13 dans le dernier quart-temps / prolongation. Donc, ils finissent très, très bien les matchs, même quand ils sont menés. Est-ce que c'est un problème dont on ne parle plus ou alors, rebelote, on attend les playoffs quand même voilà. Bon, on va attendre les playoffs parce qu'il y a ce problème où ils n'arrivent pas forcément à revenir, et puis il y a ce problème où ils n'arrivent pas à jouer à leur meilleur niveau en playoffs. Il y a toujours ce problème-là. Je ne sais pas si c'est une légende, mais en tout cas une histoire, une story, comme diraient les Américains, que Lamar Jackson et l'équipe de Baltimore n'arrivent pas à jouer son meilleur football en playoffs, et du coup c'est pour ça qu'ils sont derrière et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à revenir. Maintenant, donc il va falloir attendre. Maintenant, c'est vrai qu'avec le style de jeu qu'ils ont, et on l'a vu, alors on n'était pas en playoff, mais on l'a vu face aux Colts, on le savait, et pour avoir vu le match, on se doutait qu'ils étaient capables de revenir. Alors, on ne savait pas qu'ils allaient revenir parce qu'il faut beaucoup de choses, mais on se doutait qu'ils étaient capables de revenir parce qu'ils ont un style de jeu maintenant où ils peuvent allumer le feu, tout simplement. Ils peuvent déclencher quelque chose, et Lamar Jackson peut réussir des drives avec très peu de temps. Il n'est plus obligé de courir. Donc, oui, clairement, c'est une vraie dimension supérieure qui fait d'eux une vraie équipe à surveiller, et un vrai. On parlait d'outsider, j'ai même envie d'en parler comme favori. Alors, pas le favori, mais comme parmi les favoris, du moins en AFC. Ouais. Moi, il y a 2-3 semaines, quand ils commençaient à gagner, tu vois, je me disais, ils sont en train de faire un truc en plus dans l'ombre parce qu'ils sont moins attendus, il y a moins de hype autour de Lamar Jackson, il y a les Bills qui sont en feu, etc. Donc, ils sont quand même dans une très, très bonne position. Il y a ce truc qu'ils ont quand même une marge de victoire de seulement 3,8 points sur points marqués, points encaissés. Donc, c'est aussi le signe qu'ils ont une marge de progression dans un sens. On pourrait se dire qu'ils sont sur un fil. Mais moi, je vois plutôt une marge de progression au sens où Ronnie Stanley n'a pas joué les 4 derniers matchs. Rashad Bateman, un receveur supplémentaire, n'a pas encore joué. Je vous donne la marge pour vous donner une indication. Par exemple, en 2019, ils étaient à plus 15. En 2020, pardon, ils étaient à plus 10. Donc là, ils ont une marge de victoire qui est beaucoup plus réduite. Mais je ne sais pas, moi, je y vois plus, en tout cas, une marge de progression que le fait qu'ils soient sur le fil. Je pense. Et alors, c'est vrai que c'est difficile de dire ça quand on voit qu'ils sont menés de 16 points dans le 4e quart-temps et ils reviennent pour gagner en prolongation, et que quelques semaines avant, ils battent Détroit sur un field goal de plus de 60 yards. Mais je pense aussi, je suis d'accord avec toi, pour dire qu'ils ne sont pas sur le fil. Et cette marge de progression, elle est peut-être sur la défense. Parce que tu parlais de la marge qu'il y avait, en tout cas de l'écart de points qu'il y avait sur les années précédentes. Il faut se dire que c'était aussi avec une défense, on l'a dit en début de débat, qui était un petit peu meilleur. Et du coup, on prend moins de points, l'écart est plus grand, c'est mathématique. Avec cette défense qui va s'améliorer, je pense aussi, l'écart peut s'agrandir, et en effet, ils auraient peut-être un peu plus de marge, un peu plus de sécurité. Mais c'est vrai que, quoi qu'il arrive, cette équipe, elle doit encore progresser, et elle va encore progresser. Mais c'est vrai que ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est qu'il y a des bases, il y a des fondations par rapport à d'autres équipes qui font un peu plus peur, et même des équipes qui ont gagné le Super Bowl il y a très peu de temps. Mais là, il y a des fondations, il y a quelque chose qui nous fait dire que dans, je ne sais pas, on est en octobre, dans, je ne sais pas, 3-4 mois, je ne sais pas dans combien de temps c'est, ça peut faire très mal, ça peut faire très très mal. Oui, ils prennent 23 points par match cette saison, grosso modo. L'an dernier, c'était 18-9. Et en 2019, c'était encore moins, c'était 17,6. Donc, en effet, il y a quasiment 6 points de delta sur la défense en 2 ans. Après, c'est aussi, bon, on tourne en rond, mais c'est vrai que quand on attaque plus rapidement, qu'on marque plus de points, la défense est plus sur le terrain aussi. C'est vrai aussi. Quand ils avaient cette attaque de running back qui courait beaucoup, qui prenait beaucoup de yards, mais c'est vrai qu'à la course, on prend un peu moins de yards. La défense est un peu moins sur le terrain. Bon, c'est toujours le chat qui se mord la queue. C'est vrai aussi. Petit prono, alors on a compris qu'ils ont des chances d'y croire cette saison. Ça sent les playoffs, surtout dans cette division là où ils ont commencé. Alors, ils ne se sont pas vraiment détachés d'ailleurs, parce qu'il y a encore les Browns et les Bengals qui sont pas loin, mais on sent qu'ils sont au-dessus. Donc, a priori, c'est playoffs, c'est prétendant au titre. Oui, parce que
parce que bon, c'est playoff, et en effet, je pense que c'est la meilleure équipe de la division, donc je pense qu'ils vont finir premier. Et après, derrière, bah, il reste peut-être les Bills et les Chiefs, on va dire, dans vraiment le très haut du panier de cette conférence. Et je les mets pour l'instant devant les Chiefs, peut-être pas devant les Bills, mais donc oui, c'est prétendant au titre. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'ils ont dépassé les Chiefs, en tout cas ces dernières semaines. Si la défense de Kansas City ne se réveille pas, clairement, il y a quelque chose à jouer du côté de Baltimore. En parlant de jouer, et ben justement, ils sont aussi au programme de la fiche de la semaine. Ils sont partout, ces Ravens, cette semaine. Je vais vous dire, moi, je suis content qu'on les mette à l'honneur aussi. Je ne sais pas si toi, tu l'as perçu comme ça, Lucas, mais en fait, j'ai l'impression que la démission de John Gruden a un peu occulté le match de lundi parce que l'info est tombée quasiment au même moment. Elle est même tombée pendant le match, je crois, d'ailleurs, Gruden. Bah, alors, si je peux révéler quelques informations, je faisais le match pour le site. Du coup, je regardais le match et l'info est tombée. Et en fait, pendant un petit moment, je me suis quasiment désintéressé. Alors, désintéressé, c'est un grand mot, mais le match est passé au second plan parce qu'il fallait faire le papier, parce qu'il y avait des news qui tombaient. Bah, c'est quand même une énorme news. Et en effet, comme tu le dis, ça a un petit peu occulté ce qui était quand même un énorme match. Hein, peu importe, oui. Un grand match quand même. Et j'avais un peu mauvaise conscience, mais moi, je l'ai mis, j'ai réarrangé la une du site pour mettre Gruden devant le match, alors que chronologiquement, le match s'était terminé après. Donc, en général, les unes sont dans l'ordre chronologique, mais j'ai remis Gruden devant parce que voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, en effet, ça a occulté une très, très belle rencontre. Donc, justice aux Ravens qu'on met à l'honneur, on l'a dit. On continue donc de parler de Baltimore parce qu'ils reçoivent les Chargers, une autre équipe très complète avec un quarterback en grande forme. Ce qui saute aux yeux quand même dans cette opposition, Lucas, c'est que les Chargers sont la pire défense de la ligue contre la course, ce qui est rarement une bonne nouvelle quand tu joues Baltimore. Ils prennent 157 yards par match pour l'instant, Los Angeles, à la course. Est-ce que c'est rédhibitoire face aux Ravens ? Ça peut être rédhibitoire, et ça pour revenir, enfin, en tout cas pour faire le lien avec le débat qu'on avait, ils ont une équipe maintenant, désormais les Ravens, où ils peuvent choisir presque. Ils peuvent choisir et se dire, est-ce qu'on va appuyer sur la passe ? Est-ce que, là où l'année dernière, ils étaient un petit peu plus cloisonnés, et je peux imaginer que Harbaugh se dise on va appuyer sur la course parce qu'ils ont une équipe qui est en difficulté sur cette course-là. Ça va nous apporter des choses que ça va peut-être enlever en plus le ballon des mains de Justin Herbert parce que peut-être que notre défense n'est pas encore là où on aimerait qu'elle soit. Et du coup, ça peut le priver de ballon. Les Ravens, ils peuvent aller partout maintenant. C'est pour ça qu'ils sont dangereux, on l'a dit. Et je pense que ça peut faire beaucoup de mal à Los Angeles dimanche. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce match, c'est que c'est une opposition faiblesse contre faiblesse quasiment parce que de l'autre côté, les Ravens autorisent 8,3 yards par passe. Ils sont 26e en NFL. Ils ont des trous d'air dans les airs et ils jouent Justin Herbert. Donc, en fait, on va avoir deux attaques qui pourraient jouer sur leurs points forts et peut-être faire un match très, très offensif. Mais on est d'accord que Los Angeles a aussi un truc à exploiter dans la défense adverse. Oui, parce qu'on l'a dit, les Ravens, ils n'ont pas encore une défense, incroyable. Et surtout, voilà, on parle beaucoup de Lamar Jackson, on parle beaucoup des Ravens, mais il y a une vraie puissance qui commence à émerger dans l'AFC. On l'a dit déjà depuis quelques semaines, mais c'est vrai que les Chargers, c'est une équipe à prendre très au sérieux parce que oui, ils ont une défense. Alors oui, au sol, c'est pas forcément très solide, mais quand même cette défense de Brandon Staley, elle commence à avoir de la gueule, si je peux me permettre. Il commence à avoir une vraie équipe. Et puis de l'autre côté, il y a ce quarterback qui peut faire une différence à tout moment. On l'a vu face aux Browns. Et du coup, c'est vrai que par exemple, ce match il est très difficile à pronostiquer parce que il y a ces deux belles équipes. Et moi surtout, ce qui me réjouit, c'est que c'est un match à 19h déjà. Tout le monde va pouvoir en profiter. C'est rare, c'est relativement rare. C'est un très gros match. Surtout ces 2-3 dernières semaines, là, les matchs de 19h n'étaient pas dingues. Donc, ouais. Ça va faire du bien d'en avoir un peu, une belle affiche, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un match indécis. Tu me fais penser, j'étais en train de regarder la carte des playoffs. Si on jouait les playoffs aujourd'hui, en AFC, ce serait quand même des playoffs sacrément originaux parce que ce serait Chargers, Ravens, Bills, Titans, Bengals, Raiders et Broncos qualifiés. Alors, on peut supposer que les Chiefs vont remonter au-dessus d'une des équipes de leur division, Raiders ou Broncos, mais ça pourrait être des playoffs très originaux. Pour revenir à ce match, encore une fois, oui, il y a quoi exploiter des deux côtés, donc il pourrait y avoir pas mal de points, c'est à 19h, donc c'est déplacement pour les Chargers. Après, il y a un point, moi, je trouve, qui va être intéressant aussi, c'est que les Ravens ont beaucoup été menés dans leur victoire, on l'a dit. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre contre des Chargers qui, en plus, sont très agressifs sur quatrième tentative ? Je pense qu'ils peuvent se le permettre. Alors après,
C'est sûr que s'ils prennent 21 points dans le premier quart-temps et qu'ils sont menés 21-0, Ouais, mais tu ça va vois, être- moi je trouve que les Chargers hésiteront pas pour le coup à leur mettre la tête sous l'eau et ils tenteront des quatrièmes et je pense que tu les remontes pas quoi si tu. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est sûr que il faut que Baltimore marque des points. C'est sûr que ça sera pas un match, ça sera pas un match qui, comme pourrait, par exemple, les Bills ont cette capacité, puisqu'on parle de mastodontes en AFC, ont cette capacité à peut-être réduire le rythme de n'importe quelle équipe. Et que soit Josh Allen est dans un très bon jour, ce qui arrive apparemment maintenant 9 fois sur 10, voire 99 fois sur 100, soit il est dans un mauvais jour, et là, ils peuvent gagner avec leur défense. Les Ravens, pour l'instant, ils peuvent pas se le permettre, on l'a dit. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils marquent des points. Et c'est sûr qu'il faut qu'ils suivent le rythme de Justin Herbert. Après, je pense pas que ça soit impossible pour eux. On a vu que les Browns l'ont fait, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils prennent beaucoup de points, les Chargers aussi, quand même. Oui, j'allais te dire, est-ce qu'on est assuré de voir un match offensif? À chaque fois qu'on dit ça, on finit avec par exemple, Dallas. Après, Dallas Chargers, par exemple, qui s'est fini à 17-10 ou quelque chose comme ça, 17-12, c'était un match qu'on imaginait extrêmement offensif et qui a fini, mais parce qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'il y avait des flags du côté des Chargers avec des touchdowns annulés, des turnovers. En tout cas, ça sera un match basé sur l'attaque. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de points? Je suppose. On ne peut pas l'assurer forcément, mais en tout cas, ça sera un match basé sur l'attaque, ça c'est sûr. Moi, j'allais te demander ton facteur X. Le mien, c'est ça, c'est qui marque le plus. C'est la grosse tarte à la crème, mais limite qui a le dernier ballon, quoi. Le facteur X, ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça l'a presque été entre les Browns et les Chargers. Non, ça va être peut-être la capacité à faire aux Ravens à faire un match plein, à commencer dès le début de la rencontre. Parce que voilà, on l'a dit, c'est vrai qu'on reste beaucoup sur cette semaine 5, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 3 quarts-temps quand même qui sont un petit peu plus laborieux. Je vais dire le facteur X, ça va être la capacité. Voilà, si les Ravens arrivent à mettre des points dès le premier quart-temps. Ouais. Pronostic. Baltimore. Ça fait 10 minutes qu'on les dur. vend, qu'on les survend. Ouais. Je ne peux pas dire autre chose. Mais Baltimore, mais je l'avais mis avant même le débat. Ouais, mais moi, tu vois, on a fait une émission, c'était la semaine dernière, du coup, j'ai essayé de survendre les Broncos pendant une émission, je les ai pronostiqués et tout s'est écroulé. Ou c'était la semaine dernière, je sais, ou la semaine d'avant, je sais La plus. semaine d'avant, je pense que la semaine dernière, c'était les Steelers. Oui, c'est ça, pardon. Mais ceci étant dit, ouais, et puis dans un choc comme ça, avec des équipes qui sont sur des bonnes séries et tout ça, j'ai toujours tendance à parier le coup de mou sur l'équipe qui est un peu la plus jeune. Et donc, les Chargers ont vécu des émotions très fortes. Est-ce que là, en déplacement à 19h, tu vois, je pense que si une des deux équipes doit avoir un coup de mou, c'est peut-être eux. Donc, j'irai plutôt sur les Ravens aussi pour le pronostic de ce match. Tous les autres pronostics, c'est maintenant. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work. Ça a flambé sur les pronostics la semaine dernière. Je vais vous le dire. Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais on dira que c'est parce que tu es nouveau dans l'équipe et donc très poli, Lucas, et tu laisses les anciens gagner. Mais alors, Victor, c'est un nouveau, mais il ne fait pas de politesse. 14 sur 16 la semaine dernière. Raphaël et moi-même, 13. Raoul et Lucas, 11. Greg, 10. Alors, Greg, il a pris un gros gadin parce qu'il était leader, je crois, du classement la semaine dernière. Et il laisse la place en tête à Raphaël et Victor, 55 points. Raoul, 54. Je suis à 53. Greg descend à 52 points et donc il est avant-dernier. Et devant voilà, Lucas. c'est terminé. Voilà, devant Lucas, qui est vraiment un gros péto à lui tout seul pour l'instant dans ses pronostics. À 48, tu as 4 points de retard sur. Encore une semaine comme ça, je fais à pile ou face, je vous le promets. Ouais, tu as 4 points de retard et ça t'en fait 7 sur Raoul quand même. Sur Raphaël et Victor, pardon, sur la tête. Donc ouais, ça commence à. Bon, attends, tu as de la chance, ça fait des années qu'on fait plus du tout de gages. On a un peu oublié ces trucs-là. Les pronostics de cette semaine. Lucas va-t-il réussir à redresser la tête? C'est parti avec le match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin. Celui dont vous avez peut-être le résultat si vous nous écoutez le vendredi matin. Le match entre les Eagles et les Buccaneers. Celui-là, on va faire simple pour la question, c'est trouve-moi un motif d'espoir pour Philadelphie. Alors, c'est un motif d'espoir qui est très, très subjectif, qui est très flou, qui n'est pas vraiment basé sur rien. Mais l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Buccaneers jouent un jeudi soir contre les Bears. Un match un petit peu pareil avec des Bears qui ne sont pas une équipe incroyable, mais qui sont solides en défense, qui peuvent être
poil à gratter. Et ils perdent 20-19, je crois, quelque chose comme ça. C'est le fameux match où Tom Brady ne se rappelle plus du down. Oui. Et ils font un match où les Bucks ne doivent jamais perdre, en tout cas. Ils sont bien meilleurs et puis ils perdent là-bas à Chicago. Voilà, c'est le seul motif d'espoir qu'il y a un peu comment dire, un peu de quelque chose d'autant du côté des Bucks et qu'ils arrivent un petit peu de manière nonchalante et qu'ils se fassent surprendre. J'y crois pas, hein, mais c'est le seul motif d'espoir que j'ai dans ma manche. Bon, j'ai eu peur quand tu m'as dit c'est un peu bizarre et tout. Je croyais que tu allais me dire ouais, mais parce que Jalen Hurts c'est Sagittaire et que du coup. Ah oui, non, voilà. Non, mais il y a eu un bon effort défensif quand même la semaine dernière de Philadelphie pendant une partie du match. Après, c'est quand même pas le même calibre d'attaque en face. Et c'est pas non plus. Même s'il y a quand même des trous dans la couverture aérienne, s'il laisse Jalen Hurts aller en profondeur, tu te dis que ça peut embêter éventuellement un peu. Après, sur tout un match. Le rythme, ouais. Ouais. Moi, je vais regarder une seule chose, peut-être. Les Eagles sont une des pires défenses de la ligue contre la course. Je crois qu'ils sont 30e. Les Buccaneers ont vraiment la nécessité de développer cette partie de l'attaque, la course, parce qu'ils sont vraiment pas au top sur ça. Ils sont plutôt unidimensionnels et on sait que pour aller loin, et on l'a vu l'année dernière en playoff, ils ont besoin d'un jeu au sol. Ça sera peut-être l'occasion, voilà, jeudi, de développer un peu ça. Léonard Fournette, Ronald Jones, de développer un peu leur jeu de course pour essayer de l'implémenter un peu plus dans l'année. Donc Buccaneers pour tout le monde, je suppose. Ouais. Le dimanche 17 octobre, on est donc parti à Londres pour commencer 15h30 le match entre les Jacksonville Jaguars et les Miami Dolphins. Tua Tagovailoa est sur le chemin du retour au moment où on enregistre. Il n'est pas assuré de jouer, mais a priori, ça sent plutôt bon. Est-ce qu'il peut redresser une équipe de Miami qui a quand même des problèmes un peu partout, on l'a beaucoup dit ces dernières semaines, un peu partout en dehors même du quarterback. C'est-à-dire que la défense est compliquée, la ligne est compliquée, tout est compliqué. Oui, il y a très peu de motifs d'espoir du côté de Miami. Il y en a plus, paradoxalement, du côté de Jacksonville. C'est vrai que le retour de Tagovailoa, c'est bien pour le futur. Je ne sais pas si dès dimanche, c'est une bonne chose ou ça va changer grand-chose entre lui et Brissett. Pourquoi pas la première victoire de Jacksonville à Londres? Moi, c'est ce sur quoi je parie. Pareil. C'est mauvais signe pour toi. Ouais, non, mais t'es dur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça, j'ai du mal en fait à m'expliquer ce pari parce que au final, il n'y a pas beaucoup plus de motifs d'espoir à Jacksonville, tu vois. Genre, l'effectif est quand même pas meilleur. Mais il y a Trevor Lawrence qui dynamise un petit peu cette attaque par à coup depuis quelques semaines. Et je pense qu'ils sont quand même tout prêts et qu'il y a un moment où il faut que ça sourie. Ils ne vont pas finir à 0. Donc je vois Disons bien. Que ça progresse. Ça progresse du côté de Jacksonville, à l'inverse de Miami. Je vois peu de progression sur les. Ils ont commencé par une victoire face aux Patriots. Ils ont perdu tous leurs autres matchs. Ils sont pas beaucoup mieux que les Jaguars. Et Jaguars progressent un peu. Ils ont commencé de manière catastrophique et ça va un petit peu mieux. Tu en parlais de Trevor Lawrence. Je trouve que les dynamiques sont un petit peu opposées. Alors Jacksonville part de loin, mais c'est un peu mieux. C'est vrai. Bon, Jaguars pour tous les deux. Ravens, Chargers, on a dit Ravens tous les deux. Panthers, Vikings, c'est une opposition assez étrange, je trouve. Les Vikings sont assez décevants en attaque. Carolina a une bonne défense. Donc, a priori, Carolina a l'occasion de se relancer. Mais on ne sait jamais, en fait, avec les Vikings. Je me dis, c'est un match où Justin Jefferson peut éclater 150 yards et puis on ne sait pas pourquoi Dalvin Cook revient en mettant aussi. Je ne sais pas si tu as le même sentiment. Pareil, tout à l'heure, tu parlais d'une équipe force contre force. Là, sur le papier, c'est censé être force contre force parce que les Vikings, à la base, c'est quand même une grosse attaque. Sauf que ça fait 2 semaines que ça avance plus. Et les Panthers, à la base, pareil, c'est une grosse attaque, mais sauf que ça fait 2 semaines qu'ils prennent beaucoup de points. Ils en ont pris beaucoup contre Dallas. Et là, ils ont pris quelques points, je crois, contre Philadelphie, je ne sais plus exactement. Mais par rapport aux premières semaines, ils prennent plus de points que d'habitude. Donc, du coup, je me dis, laquelle de ces deux escouades va revenir au niveau qu'ils étaient, laquelle va réussir à redresser la tête. J'ai du mal à trouver. J'ai mis les Vikings, mais c'est vrai que les Vikings, ils sont tellement insaisissable. C'est difficile j'aurais jamais imaginé un 14-7 contre les Browns, par exemple. Non pas que je les voyais pas perdre, mais 14-7, ça fait très peu. C'est vraiment très difficile de pronostiquer avec Minnesota. Je trouve qu'ils valent plus que ce qu'ils jouent, mais c'est tellement décevant à chaque fois qu'ils sortent en ce moment. Moi, je parie les Panthers, mais je sais que j'ai des bonnes chances de le regretter, quoi. Mais encore une fois, ils ont marqué 19 points la semaine dernière contre les Lions. Ils n'en ont marqué que 7 contre les Browns la semaine d'avant. Ils étaient partis sur des meilleures bases. Ils avaient marqué 30 points plus de 30 contre les Cardinals, plus de 30 contre les Seahawks. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils en collent 30 aux Panthers aussi. J'en sais rien. Donc je vais dire Panthers, mais
C'est surtout que bon, Dalvin Cook est blessé depuis 2 semaines. Ouais. On pourrait facilement dire bon, bah, c'est parce que c'est quand même le meilleur joueur quasiment de l'attaque, Ouais, c'est ouais. parce qu'il n'est pas là. Mais en fait, derrière, ça assure. Mattison assure, il fait des Mm. bonnes stats, Mm. il est bon. Donc en fait, c'est difficile d'identifier le problème. J'ai- Mais moi, j'ai mis les Vikings. Moi, j'y vais avec les Panthers sur la foi aussi que la. Oui, non, parce que je vais dire la défense des Vikings n'est pas mauvaise non plus. Oh, je vais dire les Panthers, mais je vais le regretter. Allez. Bears Packers, Justin Fields, donc deuxième match. Bon, là, pour suivre le rythme, ça va quand même être autre chose. Alors, la défense des Bears est forte, elle a fait du mal à Derek Carr, mais Aaron Rodgers les connaît plutôt bien. L'an dernier, il leur en a mis 41 et 35 sur les deux matchs. Donc, je vais parier les Packers. Je vais te suivre. Pareil, parce que cette défense des Bears, alors elle commence à me faire mentir de plus en plus. Enfin, elle me fait mentir littéralement. Je dis qu'elle n'était pas aussi bonne qu'elle était, mais elle reste pas aussi forte que l'année dernière, je pense. Et tu as annoncé les stats de l'année dernière. Alors, bon, chaque année est différente, mais Rodgers, il a l'air d'être parti sur les mêmes bases que l'an dernier ou presque. La connexion avec Davante Adams, voilà, si je peux en dire deux mots, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui bon, on a tout dit déjà, mais c'est juste en fait beau à voir. C'est vraiment une alchimie. C'est le meilleur duo de la ligue pour moi en termes d'alchimie, de compréhension. C'est vraiment c'est incroyable. Je ne vois pas comment on peut les arrêter. Et du coup, en effet, tu en parlais, suivre le rythme. Justin Fields, c'est un petit peu mieux, c'est de mieux en mieux, mais on essaie quand même un petit peu pas de le cacher, mais de ne pas vraiment lui mettre tout le poids de l'attaque sur les épaules. Et du coup, on le sait, c'est pas toujours un signe qu'une attaque avance très rapidement. Oui, bah, il y a pas d'énormes choses autour de lui. Il n'y a pas un coaching qui est hyper inspiré. Donc, il fait ce qu'il Il y peut avait un jeu au aussi. sol, Mais mais Montgomery s'est blessé. en plus, ouais, donc il est vraiment en galère. Donc, Packers. Packers pour tout le monde, on est d'accord. Je valide oralement à chaque fois, mais oui, Oui, tu m'avais pour dit moi, que tu ouais. suivais, Oui, pardon. Packers, ouais, c'est tout. Lions-Bengals, est-ce que les Lions peuvent débloquer leur compteur? Alors, Détroit n'est pas ridicule défensivement, mais ils sont courts en attaque. J'ai l'impression que c'est malheureusement pas la bonne formule pour jouer les Bengals, qui eux vont faire des trucs offensivement et ils pourront vivre avec quelques points de Détroit, même s'il y en a, quoi. Oui, parce qu'on parlait des Jaguars, on disait 0-5, il y a bien un moment où ça va passer, je le voyais bien sur cette semaine, j'ai du mal à l'imaginer sur cette semaine pour les Lions. Pourtant, ça fait quelques semaines qu'ils passent pas loin, les pauvres. Mais à chaque fois, en fait, ils perdent de peu, mais c'est jamais un scandale, j'ai l'impression. La semaine dernière, ils perdent de peu contre les Vikings, mais ils doivent perdre ce match. Comme ils ont du caractère, ils sont en position de le gagner, mais in fine, ça perd parce qu'il manque du talent offensif notamment. Jared Goff, c'est très compliqué, il perd beaucoup de ballons. Et face aux Bengals, on parlait d'alchimie entre quarterback receveur. Ils sont pas encore niveau Rodgers Adams, mais Chase Burrow, c'est quand même pas dégueulasse. Donc face à une équipe des Lions qui, même si tu le disais défensivement, n'est pas trop mal, ça peut faire exploser. Donc les Bengals pour tout le monde. Ouais. Les Colts contre les Texans, ça sent le match accroché, mine de rien quand même, non? Match de division, Houston qui lâche rien. Je sais que les Colts ont montré des progrès contre les Chiefs, mais contre les Ravens, pardon. Mais tu vois, typiquement, match de division, je mets Colts, hein, meilleure ligne. Ils ont des lignes qui reviennent un peu. Sur le fond, ils ont un meilleur effectif, mais j'exclus pas un match accroché. Un match accroché et un match qui peut être très sympa à regarder, je pense. Et c'est vrai que sur le papier, comme ça, on parle de la FC Sud. C'est quand même, voilà, c'est dur de dire que ça va être un match agréable quand on parle de la FC Sud. Mais les Colts, ils ont montré quand même de très belles choses face aux Ravens. Alors, ils explosent en fin de match. Et les Texans, pareil, ils ont fait le même match en fait contre les Patriots. Ils ont montré de très belles choses pendant 3/4 temps, notamment David Mills. Et puis, ils ont perdu face aux Patriots. Mais en fait, il y a des choses du côté de Houston, il y a des choses du côté d'Indianapolis. Alors, pareil, je mets les Colts, mais je pense que ça peut être un beau match. Je pense que c'est un peu trop juste parce que quand même, ils font le même match, mais avec des adversaires un peu différents. Quand même, les Ravens, c'est quand même bien au-dessus des Patriots. Oui. Et voilà, si on avait interverti, je suis pas sûr que ça aurait donné les mêmes matchs. Donc, je pense que les Colts sont meilleurs que les Texans. Mais il y a il y a quelque chose qui peut nous faire dire que ce match peut être sympa à regarder. Ouais. Ouais, non, ça peut être un match intéressant. Donc, Colts pour tout le monde. Giants-Rams, des blessures dans tous les sens pour New York. Alors là, c'est pareil, c'est au moment où je vous parle. Saquon Barkley, bon, a priori, est forfait avec sa cheville. Je crois que c'était pas trop grave pour pour Kenny Golladay. Et Daniel Jones serait sur le retour de sa commotion cérébrale, mais il n'a pas reçu le feu vert des médecins. Avant, je pensais qu'on manquait toujours un match, mais comme Teddy Bridgewater n'a pas manqué de match la semaine dernière, bon, apparemment, c'est possible que Daniel Jones revienne. Ceci étant dit, ça me paraît court pour dépasser les Rams.
Ah, je regarde souvent le match le plus déséquilibré de la semaine, il est là, hein. Il est là, le Mm. match le plus déséquilibré de la semaine pour moi. Ça paraît très court. Tu parlais de Goladé, je crois qu'il y a Sterling Shepard qui était sorti blessé aussi. Je ne sais pas comment, à quel moment, enfin, où il en est. Il y a énormément de blessés. Darius Slayton aussi, je crois qu'il était blessé. Alors oui, c'est vrai que bon, au moment où on parle, on ne sait pas qui va revenir, mais quand même, c'est difficile de préparer un match comme ça. Mm. C'est difficile quand voilà, son quarterback, même s'il va revenir, il sort d'une commotion, il n'était pas à l'entraînement. Ça veut dire qu'il n'était pas à l'entraînement. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément à 100%, en tout cas, il n'a pas été cette semaine. Et ils affrontent une des meilleures équipes de la NFC. Ça, en l'occurrence, je pense que ça ne va pas être forcément un match très beau à regarder. Donc Rams pour tout le monde. Washington, Kansas City, les deux équipes qui prennent le plus de points en NFL, hein. Donc si vous cherchez de l'attaque, a priori, ça peut se passer là. 32,6 pour les Chiefs, 31 pour Washington. C'est quand même dur d'imaginer Kansas City ne pas réagir, mais j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines maintenant. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'on considère qu'ils sont toujours en danger maintenant qu'ils prennent des camions de points et qu'ils perdent des ballons tout le temps? Est-ce qu'on considère qu'ils sont toujours en danger? Non, non, là, je pense qu'ils ne sont pas en danger parce que Washington est quand même en dessous. Mais c'est vrai qu'on en parlait. Je pense que c'est un petit peu le moment de s'inquiéter pour les Chiefs. On le disait au début de saison, on en parlait. La défense va aller mieux. Patrick Mahomes et l'attaque ne va pas perdre autant de ballons que ça à chaque match. Et puis, il y a un match qui suit. Et puis, c'est la même chose. Et puis, c'est la même chose. Là, alors, je dirais que même si le match se joue à plus de 30 points, plus de 35 points face à Washington, ils vont être capables de suivre et ils vont être capables de gagner. C'est face à de très grosses équipes que c'est plus limité pour Kansas City. Donc, je vais miser sur les Chiefs. Mais quand même, il faut qu'ils montrent des progrès. Alors, on n'est qu'à un mois de la saison, mais là, clairement, si on faisait dans le Power Ranking, on le voit. Et puis, si on fait un état des lieux, notamment à AFC, il y a 2-3 équipes devant eux, minimum déjà. Ah bah oui, 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 non, là, c'est quand même compliqué. C'est pas en train de devenir une équipe ordinaire, hein, mais s'ils perdent là, ça commence à devenir compliqué, là, quand même. Ah oui, là, s'ils perdent là, c'est plus on va commencer à s'inquiéter, c'est qu'on va sonner on Ah ouais. va sonner l'alarme. Ah ouais, là, ça devient dur. Bon, pour l'instant, les Chiefs pour toi Oui, oui. et les Chiefs pour moi également. Les Browns contre les Cardinals, c'est probablement la plus belle affiche de 22h05. Je pense que je dis pas de bêtises. Ça aurait pu être une affiche de la semaine. Arizona est la dernière équipe invaincue. Les Browns ont pris beaucoup de points contre les Chargers. Leur couverture aérienne souffre. Là, il y a DeAndre Hopkins, AJ Green, Christian Kirk et compagnie. Alors, il n'y a plus Max Williams, mais il y a quand même aussi un potentiel pour prendre pas mal de points. D'ailleurs, j'ai l'impression que les airs, c'est un peu problématique pour Cleveland parce que peut-être que Jarvis Landry sera de retour, mais la connexion avec Odell Beckham ne se fait pas des masses dans les airs. Et de l'autre côté, ils prennent des camions de yards à la passe. Oui, ouais, ils prennent beaucoup de yards, mais à l'inverse, je crois que c'est le sol qui est vraiment incroyable. Ils doivent avoir la meilleure attaque de la ligue au sol ou pas loin, et ils ont une très bonne défense face au sol. Mais en même temps, même en se disant ça, ils sont capables de la semaine dernière. Alors ils perdent, mais ils mettent plus de 40 points. Je crois qu'ils sont à 42 ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ils sont capables de marquer des points quand même. Alors ils en prennent beaucoup, mais ils sont capables de marquer des points. La semaine dernière, c'est du pile ou face, hein, presque, pratiquement. Ouais. Ouais, Et j'ai envie quand même, de donner un petit peu de crédit à cette défense qui avait commencé de manière difficile, qui a eu 2 ou 3 semaines quand même vraiment pas mal. On parlait de 7 points face aux Vikings. C'est pas mal. Je crois que la semaine d'après, ils font une belle défense. Je sais plus. Non, c'était la semaine d'avant contre Chicago où ils saccaient énormément Justin Fields. Donc, dans ce match, j'ai envie de dire que, paradoxalement, ça va être difficile de me croire, mais je fais plus confiance à la défense de Cleveland pour arrêter l'attaque des Cardinals sur une action. Ils vont être incapables de les arrêter sur tout le match, mais sur une action, l'action décisive, je leur fais confiance. Attends, donc tu vas sur Cleveland? Ouais. Ouais, je sais pas, parce que la défense des Cardinals est bonne aussi quand même depuis le. En tout cas, s'en sort et fait ce qu'il faut. Il y a un JJ Watt qui est encore bluffant pour son âge et son état physique supposé, puisqu'il avait quand même pas mal morflé. Non, moi je vais rester sur les Cardinals. Je pense quand même qu'ils peuvent mettre plus de points et que leur défense peut faire du boulot. Moi, je ne suis pas rassuré encore une fois par Baker Mayfield dans les moments chauds pour l'instant. Quand Landry reviendra, il aura plus d'automatisme. Je pense que Landry et Donovan Peoples-Jones, ça lui suffit et qu'il faut qu'il trouve un moyen de se débarrasser d'Odell Beckham comme ça. Non, mais c'est vrai, il ferme le chapitre. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Peut-être que ça marchera ailleurs, hein. Mais c'est plus le même joueur. Donc, je vais dire Cardinals. Broncos, Raiders, 22h25. Les Raiders, donc, avec un nouveau coach. C'est un match de division, en plus, c'est difficile. Mais en théorie, ils ont une vitesse de plus offensivement, les Raiders, même si, changement de personne pour appeler les jeux offensifs, puisque c'était John Gruden qui appelait les jeux offensifs. Est-ce que, d'après toi, ils s'en remettent? Est-ce qu'on est dans le truc réaction d'orgueil où on coule? Comment ça se passe?
En tout cas, on va le savoir. En tout cas, on va le savoir dès ce dimanche parce que ça va être vraiment, je pense, le match décisif parce que c'est un adversaire de division. Je crois qu'ils ont le même bilan. Je crois que c'est 3 victoires, 2 défaites pour les deux équipes. Et en effet, il y a beaucoup de news qui sortent comme quoi ça va être très compliqué, notamment pour cette attaque, pour se relever, notamment pour Carr parce que il avait une relation avec son coach pour cette attaque. Donc, on va le savoir. Difficile d'être dans leur tête de se dire est-ce qu'ils ont l'orgueil ou pas. Ils ont les armes en tout cas parce que certes l'entraîneur faisait beaucoup de choses, mais cette attaque a les armes et si un autre play caller peut arriver et en faire pareil, j'en doute pas. Ça va beaucoup se jouer dans la tête. Maintenant, ils affrontent une équipe qui est pas, alors oui, qui reste sur 2 défaites consécutives, on les a beaucoup vendus à 3-0, on les vend un peu moins à 3-2, mais ça reste une équipe dangereuse qui peut être pour la gratter avec une belle défense. Donc ça va être un test pour les deux équipes. Je pense que ça va être un test pour les deux équipes. Si les Broncos perdent de nouveau et reviennent à 3-3 et rentrent dans le rang définitivement. Si les Raiders perdent eux, là on peut commencer à s'inquiéter pour la saison des Raiders parce qu'elle peut vraiment tourner vinaigre. Donc je pense que voilà, c'est déjà un match décisif pour les deux équipes. Qui tu prends? Je sais plus ce que j'ai mis dans les pronostics, donc j'ai pas envie modifier au pire. de juger, mais je vais mettre allez les Broncos. Quand ils disent ce que j'ai mis dans les pronostics, je vous rappelle qu'on remplit un fichier Excel en fait avec toute l'équipe juste avant l'émission pour que tout le monde soit au même endroit. Je vérifie, tu as mis les Raiders dans les pronos sur le truc. C'est dire à quel point. Voilà. C'est le moment où je décide si je change d'avis ou pas. Et la dernière fois, tu m'as dit que c'était pas bien. J'ai suivi ton avis. Moi, je prends les Raiders. Et tu as eu raison. Je vais prendre les Raiders aussi. Moi, je suis positif. Je me dis qu'ils vont avoir une réaction d'orgueil. Patriots, Cowboys, on est toujours à 22h25. Dallas, deuxième attaque NFL derrière Baltimore. Face à des Patriots qui ont des qualités, mais qui sont quand même, moi, je trouve un peu en mode auto-école avec Mac Jones. C'est-à-dire que c'est l'apprentissage, mais c'est pas encore tout à fait la liberté. Donc là, ça va être dur de suivre Dak Prescott. Donc, Cowboys pour moi. Ouais, clairement, Cowboys pour moi aussi. J'ai beaucoup de mal à m'enthousiasmer pour cette équipe de New England. Et je le dis d'autant plus que, bon, certains le savent, j'ai beaucoup de sympathie pour cette équipe, mais c'est vrai que c'est pas très beau. Alors oui, il y a des choses qui vont, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas ou qui vont pas encore. Donc là, face à une équipe de Dallas qui est déjà rodée, qui, eux, ont des objectifs très hauts cette année, je pense qu'il n'y aura pas photo, en effet. Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. La semaine dernière a complètement inversé la dynamique des deux équipes. C'est-à-dire que Russell Wilson s'est blessé, donc Seattle a pris un coup. Ben Roethlisberger, lui, s'est relancé. C'est dur de parier sur Seattle dans ces conditions, surtout avec Geno Smith face à la défense de Pittsburgh. Ouais, surtout, oui, exactement. Je parlais d'un match décisif déjà. Je pense que là, on y est aussi parce que si Geno Smith est en difficulté, on le sait que voilà, on ne sait pas exactement combien de temps Russell Wilson va être sur la touche. On parle de quelques semaines, mais voilà, si Geno Smith commence déjà par un match où il est en grande difficulté, en plus c'est pas un match facile, ça peut en effet donner des semaines compliquées pour Seattle. D'un autre côté, les Steelers se sont relancés. Mais en même temps, c'est pas non plus la panacée. Voilà, on n'est pas sur une équipe qui roule sur tout le monde. Si je vais pas les voir, enfin je les vois pas rouler sur les Seahawks malgré Geno Smith. Par contre, s'ils perdent face aux Seahawks de Geno Smith, là pareil, on repart sur une semaine très compliquée. Donc on est vraiment sur un match décisif pour les deux équipes et je crois que j'ai mis les Steelers, mais parce que je les vois revenir. Il ne faut pas qu'ils laissent trop d'espace non plus s'ils visent les playoffs dans cette conférence AFC. On en parle depuis le début, mais les places vont être chères. Après, il n'y a pas une énorme défense de Seattle en face en plus, quoi. Donc, oui, mais bon, il n'y a pas une énorme attaque de... Non, c'est sûr. Je sais pas, je me suis pas enflammé sur ce. En tout cas, le match de la victoire des Steelers face aux Broncos, je crois, la semaine dernière, ne m'enthousiasme pas outre mesure. Du côté du match du lundi soir, donc dans la nuit de lundi à mardi, ce sera Titans contre Buffalo Bills avec ambiance playoff un peu, c'est des équipes habituées ces dernières années, mais avec les difficultés des lignes des Titans, ça paraît quand même compliqué parce que là, Ryan Tannehill, il a pris 20 sacs cette année, c'est le quarterback le plus saqué en NFL. On a vu comment Grégory Rousseau et compagnie allaient bien ces derniers temps. Si tu rajoutes en plus à ça de l'autre côté qu'il y a une défense qui est très douteuse du côté des Titans, c'est une opposition qui paraît finalement assez déséquilibrée malgré le côté équipe qui joue les playoffs, quoi.
Oui, exactement. On va avoir deux potentiels champions de division et pourtant, je pense qu'ils sont vraiment pas dans la même catégorie. Tu as tout résumé. La ligne défensive des Bills fait un gros boulot et avec beaucoup de turnover. Il y avait beaucoup de stats qui sortaient sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup de snaps sur cette ligne. Il y a beaucoup de changements, ce qui laisse les lignes offensives dans des situations très compliquées à pas savoir, à être vraiment toujours sur le reculoir. Et en plus, on en parlait, cette ligne offensive des Titans, notamment pour Tannehill, c'est compliqué. Après, il y a Derrick Henry, mais le problème, c'est que les Bills, ils ont une superbe défense contre la course aussi. Je crois qu'ils sont troisième ou quelque chose comme ça. Ils sont dans le top 5 facilement. Donc c'est vrai qu'ils vont pouvoir ralentir. Alors, stopper Derrick Henry, on a vu que c'était compliqué. C'était quasiment impossible, mais ils vont pouvoir le ralentir. Et de l'autre côté, il y aura Josh Allen. Donc, oui, c'est très déséquilibré. Avec le nombre de ballons qu'il a, de toute façon, tu peux difficilement, au bout d'un moment, il finira bien par trouver quelque chose. Et puis, si je peux terminer sur ça peut-être, mais c'est rare pour le dire, mais un running back de la sorte qui mise sur la puissance, il est très beau à avoir joué. Je regardais ses highlights sur la semaine dernière. C'est vraiment très beau à avoir joué. Alors, on parle beaucoup d'Alvin Kamara, d'Alvin Cook, des joueurs comme ça qui sont explosifs, élusifs, qui sont beaux à avoir joué. Mais un joueur comme ça, c'est rare de le dire, mais Derrick Henry, il est vraiment magnifique à avoir joué. Mais sur ce, tu prendras quand même les Bills, je suis sûr. Oui, je vais me régaler sur Derrick Henry et puis je vais voir la victoire des Bills. Je ne sais plus si j'ai confirmé, mais moi je prenais les Steelers sur le match d'avant aussi d'ailleurs. Voilà pour les pronos, on passe aux meilleures cotes. Et ça se passe toujours avec notre partenaire Unibet. Est-ce que tu as checké un peu les cotes, Lucas? Franchement, il y en a des bonnes cette semaine sur quelques équipes dont on a parlé en potentiel vainqueur. Est-ce que tu en as une déjà? Alors, déjà, il y a le match qu'on a parlé au tout début, Baltimore, Los Angeles Chargers. Je pense que c'est un match qui est très équilibré. Donc, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. On a dit Baltimore, mais déjà 1,60 dans un combiné. Je pense que c'est 1,61, je crois, la cote de Baltimore. Ça peut déjà être pas mal pour lancer un combiné, Baltimore. Ouais, mais tu vois, moi, j'allais dire, limite, tu peux jouer même les Chargers à 2,09, du coup. C'est même les Chargers. C'est le type de match où je pense que c'est quasiment du 50-50. Et quand on voit des cotes comme ça, c'est les parieurs, ou en tout cas les bookmakers, ils sont à peu près comme nous. Donc, ça vaut le coup de le jouer, en tout cas. Ouais, du coup, tu jouerais quoi? Ravens ou Chargers? Moi, je jouerais Ravens. Mais, Ravens à 1,61. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on est un peu foufou et qu'on joue par exemple les Jaguars à 2,28 contre les Dolphins? Après, sinon, il y en a une autre, moi, qui me plaît, c'est Cardinals à 2,26 contre les Browns. J'étais en train de regarder, je suis extrêmement déçu de la cote des Browns parce que pour moi, c'était mon upset de la semaine, mais je vois qu'il allait qu'à 1,52. Ouais. Donc, en tout cas, c'est difficile de jouer les Browns. Je suis étonné de les voir si favoris, en fait, sur une C'est surprenant. Ouais. Alors, parce que c'est à domicile, mais oui. Alors, personnellement, je viens de mettre les Browns, donc je ne vais pas vous dire de jouer les Cardinals, mais une équipe invaincue à 2,26, difficile de ne pas les jouer. C'est ça. À la limite, tu vois, il y a entre pronostiquer et jouer la cote, là, pour le coup, tu vois, c'est comme tu dis, sur le pronostic, tu peux prendre les Browns en pensant que c'est un match 50-50, mais pour le coup, sur la cote, si c'est un 50-50, les Cardinals à 2,26. Moi, pour le coup, je les ai pronostiqués. Donc, je prends les Cardinals à 2,26. Donc, il nous en reste une troisième à trouver pour faire un petit combiné à 3. Là, il y a un match, pour moi, je te coupe, je suis désolé, mais Vas-y. Panthers-Vikings, pour moi, c'est typiquement le match où les deux cotes sont élevées pour finir un combiné avec d'un côté un 90 Panthers, de l'autre un 74 les Vikings. Pour moi, c'est pareil. Hein, ouais, t'aimes prendre des risques. Moi, j'aurais plus été sur les Raiders à 2,38 dans un match incertain. Dans les Raiders à 2,38. 2,38, ouais, mais. Broncos, tu vois. Ouais. C'est vrai que la cote est haute pour. Je trouve assez quand même. 90 des deux côtés. Ouais, ça se tente aussi. Après, oui, Allez, c'est vrai. On va dire donc Ravens 1,61, Cardinals 2,26, Raiders 2,38. Ça nous fait donc 5 euros misés, 43,30 € de gains potentiels, ce qui est plutôt quand même pas mal, avec des équipes qui ont une vraie bonne chance dans ces matchs. On rappelle évidemment jouer de manière raisonnable. On fait un petit YOLO pour rajouter tout ça. D'habitude, alors je me permets, Lucas, de livrer un secret de tournage du coup, mais donc d'habitude on parle en loyer, mètres carrés, etc. pour les YOLO. Là, on peut parler en loyer avec électricité comprise, puisqu'on peut dire que cet enregistrement a été coupé par une coupure d'électricité. Exactement. Je pense que c'est quand on est nul au pronostic, on est nul en pari. Hein, donc, il a fallu un moment où il me coupe l'électricité. Oui, je t'avoue que ça, c'était un inédit. À un moment, je me suis dit, tiens, j'ai perdu Lucas. Et là, tu m'as envoyé un message, genre, j'ai plus d'électricité chez moi. Je me suis dit, mince, ça, on ne l'avait jamais fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le YOLO ? Peut-être pas Washington qui bat Kansas City, c'est beaucoup trop YOLO, là, quand même. Il y a Seattle qui est à 2,75. Les Jaguars à 2,28.
On a dit Oui, qu'ils oui. pouvaient gagner. Les Jaguars à 2,28. Les Les Chargers, ça, de 0-9, on a mis les Ravens. Mais bon, après, c'est vrai que si on mise sur tous les deux équipes, c'est. Alors, on va juste rajouter aux 3 qu'on a déjà pour le YOLO, comme ça. Ok. Donc, Jaguars à 2,28. Est-ce qu'on tente les Lions pour leur première victoire? Ça me paraît compliqué. Ouais. Allez, l'upset des Texans sur les Colts en division. Ça, c'est pas mal. 3,90. Ça, c'est pas mal. Bim. 1,19 l'école, ça vaut pas le coup. Bah ouais, c'est pour ça. Et puis, le dernier, les Patriots, Cowboys. Alors, la renaissance de Geno Smith, j'y crois quand même pas assez. Et les Panthers à 1,90. Oui, ça me va aussi. On l'arrondit. Bon, c'est du YOLO qui est. Au début, on faisait des YOLO complètement fous. Là, c'est pas inimaginable. Hein. Ravens à 1,61, Cardinals à 2,26, Raiders à 2,38, c'est des équipes qui peuvent gagner. Les Jaguars à 2,28 contre Miami à Londres, ça peut gagner. Les Texans, c'est la plus grosse cote à 3,90 contre les Colts. C'est pas totalement impossible sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et puis les Panthers à 1,90 contre les Vikings, c'est pas totalement délirant non plus. Pour 5 € misés, vous avez un gain potentiel de 789,65 €. Plutôt pas mal. Après, c'est le moment où je rappelle que je suis dernier au pronostic. Hein. Donc voilà. Oui, mais là, on est sur du YOLO. Hein. C'est annoncé comme tel. Je vous dis quand même que si vous mettez 10 €, encore une fois, c'est du YOLO. Hein, donc, a priori, c'est quand même 10 € que vous ne récupérez pas. Mais le gain potentiel est à 1579,31 €. Donc là, on est quand même sur un mois de loyer. Avec électricité. Avec électricité, sur soit un très bel appartement n'importe où en France, soit un 50 mètres carrés parisien. 55. On a dit combien? 1579 €. Ça dépend où à Paris. Mais ouais, ça dépend où à Paris. Moi, je n'ai jamais habité intramuros, donc c'est vrai que c'est plus cher. Un petit peu autour, 1500 balles, tu es autour de 60 mètres carrés, 65 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Hein. Bon. Et ben voilà pour le YOLO et voilà pour l'épisode 440 du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on remercie évidemment tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @Touchdown Actu en entier, les réseaux sociaux je vais pas y arriver. Lucas Vola en entier. Ouais, presque. Il y avait une chance sur deux, c'était pas le bon. C'est elle, voilà. Mais oui, mais en Ouais, fait, j'aurais pas eu le doute si au tout début de l'année, vous m'aviez pas dit que quelqu'un avait fait l'erreur et du coup, maintenant, je doute à chaque fois. Non, mais ça me plaît qu'on soit en doute comme ça. Même moi, je suis en doute. Hein. Donc, elle voilà pour Lucas, Alain Mattei pour moi-même sur Twitter. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Et puis nous, on se retrouve dimanche, 18h dans le fauteuil. On se fera un petit flashback 10 ans en arrière. Qu'est-ce qui se passait en NFL? À dimanche. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.